Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Donc là, on continue à parler du Laocoon, cet exceptionnel groupe de l'Antiquité. Donc, pour en savoir plus sur ce Laocoon, si vous ne connaissez pas cette œuvre, je vous renvoie à ma vidéo précédente, je vous mets le petit lien là, cliquez dessus, justement sur le Laocoon, description précise sur cette œuvre. Et aussi, dans cette vidéo, je me pose la question, est-ce que c'est une œuvre originale ou est-ce que c'est une copie? Voilà, donc pour avoir tous les éléments, je vous renvoie à cette vidéo. Petit rappel quand même pour ceux qui l'auraient vu ou pour ceux qui iront la voir plus tard, pour vous situer. Donc il s'agit d'un des groupes de marbre les plus exceptionnels de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, les spécialistes pensent qu'il s'agit d'une copie en marbre qui date de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qu'en fait l'original était en bronze et aurait été réalisé au 2e siècle avant Jésus-Christ. Le but de cette vidéo est précis, on va étudier la proposition d'une universitaire américaine qui s'appelle Lynn Catterson, qui date de 2005, et qui a proposé comme auteur de ce Laocoon Michel-Ange. Oui, ça peut paraître assez fou, c'est pour ça qu'on va regarder en détail ces arguments et on va voir voilà, que valent ces arguments, même si évidemment pour la plupart, je ne vous le cache pas, des spécialistes, c'est une idée totalement farfelue. Je partage d'ailleurs cette idée, mais quand même, je trouve que c'est intéressant, ça va nous permettre de poser des questions, et puis surtout, qu'est-ce qu'amène une universitaire? C'est pas n'importe qui, c'est une professionnelle, quand même, qui est en poste. Qu'est-ce qui l'amène à penser que Michel-Ange aurait pu être l'auteur de cette œuvre exceptionnelle? Petit rappel sur Michel-Ange. Vous connaissez certainement tous Michel-Ange, donc il a vécu à la Renaissance, c'est même un des plus grands artistes de la Renaissance. Il était avant tout sculpteur, mais aussi peintre, puisqu'il a fait la chapelle Sixtine, enfin, il a décoré la chapelle Sixtine, ce qui est une des plus grandes œuvres peintes de tous les temps. Il a aussi touché un petit peu à l'architecture, et il a fait même de la poésie. En tout cas, dans le domaine de la sculpture, c'est le plus grand sculpteur de la Renaissance et certainement, on pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo si ça vous intéresse, certainement le plus grand sculpteur de tous les temps. Au rang de ces chefs-d'œuvre, là je vous montre les 3 œuvres qui peuvent vraiment être les plus marquantes. La Pietà en 1499, le David en 1504 et le Moïse. Alors en quelques mots, comment décrire la sculpture de Michel-Ange? D'abord, c'est une maîtrise technique hors norme, une virtuosité comme rarement on l'a vu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il était capable déjà de faire des œuvres de la taille d'un David, qui fait, avec le socle, fait plusieurs mètres, dans un seul bloc. Et ça, c'est extrêmement rare. La plupart des sculpteurs faisaient le buste, puis la tête séparément, les bras, puis après, ils fixaient tout ensemble. Non, alors Michel-Ange faisait partie des rares sculpteurs à être capable de tailler une œuvre grandeur nature, voire plus grande que nature, dans un seul bloc. Voilà. Donc ça c'est véritablement exceptionnel. Il avait aussi une capacité à rendre l'anatomie comme peu d'artistes, et il avait aussi une capacité, c'était la morbidezza. La morbidezza, ça veut dire la mollesse, c'est un concept en histoire de l'art qui en fait renvoie au fait de réussir à rendre le marbre visuellement aussi moelleux que de la chair. D'accord? Donc quand vous représentez un corps humain, réussir par le travail du marbre, donc par la façon de le tailler, de le polir, etc., à faire croire qu'il s'agit vraiment d'une chair et d'avoir l'impression qu'on pourrait appuyer et qu'il y aurait une mollesse digne de la véritable chair. Donc ça, là-dessus aussi, Michel-Ange était un expert, voilà, donc il avait beaucoup de qualités, et bien sûr qu'il a, ça déjà on peut partir de ce postulat, il avait totalement les qualités pour réaliser le Laocoon. Bien sûr qu'il avait la technique nécessaire pour le faire. Maintenant, on va voir les arguments de Lynn Catterson et voir voilà, comment on peut les juger. Premier argument de Lynn Catterson, c'est de dire qu'il y a un point commun clair et net entre la Pietà et le Laocoon au point de vue technique. Donc là, je vous passe les longues descriptions, tous les détails techniques communs que fait Lynn Catterson et qui, c'est vrai, sont assez judicieux. Sauf que le problème est que la Pietà a été réalisée par Michel-Ange avant la découverte du Laocoon. Donc, on pourrait dire au départ, quand on voit les deux œuvres, ben oui,
Michel-Ange a vu le Laocoon, il s'en a inspiré pour faire la Pietà. Et même le David, où on retrouve certaines similitudes de technique. Sauf que ce n'est pas possible, puisqu'il ne connaissait pas encore le Laocoon quand il a fait ces deux œuvres. Donc, Lynn Catterson, il voit un indice clair et net que, en fait, c'est lui qui était en train de réaliser aussi le Laocoon, et les découvertes techniques qu'il a faites pendant le Laocoon, il les a aussi reportées sur la Pietà et le David. Surtout que la Pietà et le David, qui sont faits donc quelques années avant la découverte du Laocoon, marquent une évolution technique importante dans son œuvre. Donc comment l'expliquer? Puisqu'il n'a pas pu voir le Laocoon, c'est que c'est lui qui l'a réalisé et que voilà, ça serait cohérent pour Lynn Catterson. Alors, quel contre-argument on pourrait apporter à ça? Déjà, pourquoi se priver de la paternité d'une œuvre? Quel est le mobile? Quel est le mobile de faire ça, alors que, bien sûr, il aurait pu dire, regardez, je suis parti du texte de Pline l'Ancien et j'ai fait l'œuvre, voilà à quoi elle pouvait ressembler, et tout le monde aurait été ébahi, et serait resté comme une œuvre magistrale de l'histoire de l'art. Surtout que ça a déjà été fait, puisque Sandro Botticelli avait fait une œuvre qui s'appelle La Calomnie d'Apelle, je vous la montre. Et justement, le principe de cette œuvre, c'était partir d'un texte antique et justement essayer de reproduire, de recréer cette œuvre à partir de la description. Donc vous voyez que ça a été fait, et cette œuvre est très célèbre aujourd'hui. Donc après tout, pourquoi Michel-Ange n'aurait pas avoué, même si sur l'instant, à la rigueur, il aurait pu faire un petit canular sur l'instant, regarder une œuvre antique, tout le monde aurait été ébahi, et puis il aurait dit après, non, en fait, c'est moi qui ai réalisé ce chef-d'œuvre. Alors bon, même cette théorie ne tient pas vraiment, parce qu'au moment où ça arrive, Michel-Ange est déjà extrêmement célèbre, il est le sculpteur favori du pape Jules II, donc c'est une position extraordinaire, donc on ne voit pas très bien pourquoi. D'autant plus que réaliser une œuvre de la taille du Laocoon, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ça veut dire donc dépenser de l'argent pour le marbre assez frais, puisqu'on ne vend pas l'œuvre. Ça veut dire aussi passer beaucoup de temps, donc on ne passe pas sur des œuvres commandées, et surtout le faire en cachette, travailler sur une œuvre, donc la cacher quelque part pour que les assistants, etc. ne soient pas au courant, sinon l'info pourrait fuiter. Donc ça ne tient pas à la route. Alors Lynn Catterson, comment elle explique qu'il ait fait ça? Elle dit que, et ça c'est vrai, que dans sa jeunesse, Michel-Ange avait fait des faux antiques. C'est vrai qu'il avait fait un peu le faussaire en créant des œuvres qui ressemblaient à des antiques, et en les vendant comme des antiques qui auraient été découverts. Et c'est vrai qu'à l'époque, on découvrait encore beaucoup d'antiques, puisque beaucoup d'endroits n'avaient pas été fouillés. Même comme ça, hein, vous baladiez sur une île et vous pouviez tomber sur une œuvre, voilà, même pas enterrée ou à peine enterrée. Donc, voilà. Et ça permettait de vendre beaucoup plus cher des œuvres, alors que lui était très peu connu. Et il avait d'ailleurs été attrapé pour ça à l'époque, et donc bon, il a vu des soucis évidemment. Donc il aurait continué à faire des copies. Sauf que là, ce qui est étrange, qui ne marche pas avec la théorie de Lynn Catterson, c'est qu'il fait ça, mais pas pour la vendre, pour aller l'enterrer. Donc il faut quand même être un peu tordu pour faire une œuvre si immense. Pour la déplacer, il ne peut pas le faire seul. Donc après, il fallait la déplacer, l'enterrer. Ça fait beaucoup de tracas. Et déjà, on ne peut pas le faire seul. Et en plus, c'est beaucoup de tracas pour en retirer aucun profit. Donc on ne comprend pas bien la logique qu'aurait Michel-Ange de faire ça. Alors un argument qui est vrai, qui est intéressant de la part de Catterson, c'est le fait que Michel-Ange ait été là au moment de la découverte. C'est que d'après les écrits, il était là, et c'est que la coïncidence est incroyable. Comment ça se fait que Michel-Ange était là au moment où on faisait des travaux, non pas de fouilles archéologiques, puisqu'en plus l'archéologie n'existait pas encore, mais au moment où on faisait des fouilles pour faire simplement des travaux demandés par le pape. Alors, plusieurs possibilités. D'abord, vu qu'il était un des artistes favoris du pape, peut-être que le pape lui avait demandé d'un peu suivre les chantiers, sachant qu'en plus Michel-Ange a fait aussi un petit peu de l'architecture, des plans d'architecture, donc ça peut être possible qu'il était là un peu en sorte de chef de chantier, qui passait de temps en temps sur les chantiers voir. Une autre théorie qui, moi, me semble encore plus plausible, c'est qu'en fait, il n'a pas été vraiment là au moment où on a découvert l'œuvre, ça j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est qu'en fait, je pense qu'on a trouvé une œuvre, voilà, les ouvriers ont trouvé une œuvre, bien sûr, ils ont immédiatement contacté le pape, ou du moins ceux qui le représentent, et on a dépêché sur place des artistes pour savoir à quoi on avait affaire, quel genre d'œuvre, est-ce que c'était une œuvre connue, quelle était la qualité de l'œuvre, et c'est comme ça que Michel-Ange serait retrouvé, ce qui est logique puisqu'il travaillait pour le pape, les émissaires, les représentants du pape auraient envoyé Michel-Ange
pour aller savoir ce que valait cette œuvre. Voilà, donc moi je pense que c'est le plus probable. Autre argument de Lynn Catterson qui, cette fois-ci, est un peu plus concret, c'est de dire qu'en 1497, donc c'est-à-dire 9 ans avant la découverte du Laocoon, Michel-Ange avait commandé du marbre parce qu'il devait réaliser la Pietà. Sauf on a le bon de commande, l'écrit, et il a commandé beaucoup plus de marbre que nécessaire. Pour Lynn Catterson, la raison est simple. En fait, il a profité de cette commande pour commander suffisamment de marbre pour créer donc, ce faux antique que serait le Laocoon. Mais là encore, on pourrait y répondre à cet argument. Bon, déjà, donc ça a coûté beaucoup d'argent, hein, donc ça ferait une grosse dépense pour on ne sait quelle raison, hein, parce qu'il ne vendra pas finalement le Laocoon. Et alors en plus, autre justification, c'est tout simplement qu'il voulait profiter de prendre beaucoup de marbre en réserve pour ses prochaines commandes. Peut-être qu'il faisait la Pietà, mais qu'il avait déjà des commandes en cours, donc des prochaines œuvres à faire. Donc comme il était difficile à l'époque, ça on le voit dans les écrits souvent, voilà, on voit les artistes qui récupèrent des blocs de marbre qui ont des défauts, et donc finalement qui ne peuvent pas faire leurs œuvres, donc ils doivent trouver un autre bloc de marbre, etc. Donc peut-être tout simplement que Michel-Ange a profité de cette occasion. Et puis de toute manière, on sait que le Laocoon est réalisé en 2 marbres différents. Alors pourquoi, pareil, pourquoi Michel-Ange serait allé mettre 2 marbres différents, commander différents marbres, etc. Voilà, c'est un peu étrange. Autre argument de Catterson, donc l'universitaire américaine, c'est qu'elle a trouvé un dessin qui date de 1501, donc quelques années avant la découverte du Laocoon, qui représente un torse vu de dos, qui fait beaucoup penser au Laocoon. Donc ça veut dire, voilà, c'est un dessin préparatoire. Sauf que d'autres spécialistes ont dit clairement que non, ce torse était quand même différent. Oui, c'était un torse musclé, comme on en faisait beaucoup à l'époque, comme Michel-Ange adorait en faire, mais qu'il n'y avait pas la torsion du corps, comme on peut le voir sur le Laocoon. Donc, ce n'est pas exactement, voilà, c'est un torse simplement musclé, comme on en voit beaucoup. Donc l'argument de Catterson de dire, voilà, c'est certainement un dessin pour faire le Laocoon, et il aurait débuté le Laocoon en 1501, ça ne tient pas vraiment. Lynn Catterson va proposer ensuite quelques arguments complémentaires, mais qui sont voilà, là, pas du tout convaincants, il n'y a même pas besoin de répondre, ils sont un peu tirés par les cheveux. Et par contre, je vais vous proposer quelques encore contre-arguments de cette paternité de Michel-Ange. D'abord, on pourrait se demander, à faire un faux antique, pourquoi Michel-Ange n'aurait pas fait un faux original, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans l'écrit de Pline, il a bien vu qu'il y avait marqué que c'était fait d'un seul bloc. Lui était capable de faire des œuvres d'un seul bloc. Bon, même si ça, c'est une œuvre assez énorme, mais pourquoi finalement faire une œuvre en 8 blocs, hein, parce que forcément, il devait bien se dire qu'on remarquerait immédiatement que c'était pas... alors après, oui, il pouvait faire bien sûr une copie, mais à l'époque, il faut savoir qu'on ne savait pas que la plupart des sculptures en marbre étaient des copies. Donc déjà, ça colle pas beaucoup. Ensuite, pourquoi avoir autant charcuté l'œuvre? Parce que là, bon, vous voyez l'œuvre, donc il manque des bras. Pensez aussi que le bras qui est donc replié en haut n'y était pas au moment de la découverte. Donc pourquoi déjà avoir mis l'œuvre dans un si mauvais état? Alors effectivement, bon, que l'œuvre soit cassée, on peut comprendre avec le temps, aller sous terre, enfin l'enterrer, etc. Mais à la rigueur, il aurait pu très bien mettre les parties manquantes à côté, hein, là ça a été cassé, c'est resté à côté, pour que lors de la restauration, on puisse donc reconstituer l'œuvre comme elle était censée être. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était quand même plus logique, parce que lui il fait une œuvre, et finalement il va voir son œuvre qui va rester donc comme ça détruite, et qui par la suite va être restaurée, puisqu'il sera encore vivant au moment de la restauration. Donc il va voir que cette œuvre a été restaurée, mais pas de la manière qu'il faut. Donc bon, c'est un peu bizarre quand même d'accepter en tant qu'artiste que l'œuvre qu'on a réalisée ne soit pas, finalement, soit mal restaurée. Donc c'est un peu bizarre. Et lui-même, on n'a aucune écrit de sa part où il dit non, le bras n'est pas censé être comme ça, j'en suis sûr, etc. Donc voilà, ça paraît très bizarre, et surtout que cette mauvaise restauration a amené à beaucoup de contresens sur la compréhension de l'œuvre et a influencé l'histoire de l'art. Donc pourquoi Michel-Ange aurait fait tous ces choix?
Un gros point faible de la démonstration de Lynn Catterson, c'est qu'elle a totalement ignoré les découvertes des sculptures antiques des années 1950, justement très importantes, puisqu'elles ont un style similaire au Laocoon, et en plus, il y a des inscriptions sur ces œuvres découvertes dans les années 1950, et les noms des artistes sont justement les 3 Rhodiens que Pline annonce comme les auteurs du Laocoon. Donc le lien entre les œuvres est clair, il y a un lien stylistique, et il y a les mêmes auteurs, et pourtant Lynn Catterson n'en parle pas, certainement parce que ça gênait à son argumentaire. Parce que forcément, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment Michel-Ange aurait pu inventer des œuvres, parce que la description de Pline est très courte, hein, c'est un Laocoon, on ne sait pas du tout comment les figures sont, quels gestes elles font, etc. On sait qu'on connaît la scène par Virgile, mais c'est tout. Comment il aurait pu faire un style artistique qui corresponde au véritable style artistique de ces 3 artistes, puisqu'on a retrouvé donc, ces œuvres dans les années 1950, et que maintenant on connaît leur style, et que ça correspond au Laocoon. Donc, comment Michel-Ange aurait pu le savoir? Pour moi, je pense que ça c'est un des arguments les plus terribles contre sa théorie, et je pense que c'est pour ça qu'elle n'en parle pas, parce qu'elle était forcément au courant de l'existence de ces œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer sur cette théorie de Lynn Catterson? D'abord, beaucoup trop de suppositions, c'est beaucoup de peut-être, il faudrait que, à chaque fois c'est des preuves très indirectes, il n'y a rien de vraiment décisif, et surtout il y a beaucoup d'éléments contradictoires qu'elle ne cherche même pas, peut-être qu'elle ne les a pas vus elle-même, mais que par la suite elle n'a même pas cherché à contredire, à apporter des réponses, et finalement quand on voit la qualité de ces arguments qui sont des pures spéculations, notamment le mobile. Hein. Pour moi, il y a 2 arguments qui contredisent clairement sa théorie. C'est que pourquoi Michel-Ange serait embêté à faire tout ça pour en tirer aucun profit, aucun intérêt. Beaucoup d'argent dépensé, de temps, des risques. Comment il a fait pour fabriquer cette œuvre, il l'a déplacée, il l'a cachée sans que personne ne le remarque, etc. Pourquoi d'abord? Et comment a-t-il réussi à faire un style si proche du style des véritables auteurs de l'œuvre? Donc tout ça, bien sûr, montre que cette théorie est totalement fausse. On pourrait presque même dire stupide, hein, tellement là, c'est saugrenu. Et on peut voir que d'ailleurs, ça c'est un des dangers de l'histoire de l'art depuis le XXe siècle. C'est-à-dire que depuis le XXe siècle, les historiens de l'art ont voulu être des acteurs majeurs de l'écriture de l'histoire de l'art, pas simplement des commentateurs, mais même créer l'histoire de l'art, entre guillemets, on pourrait dire, progressivement. Et pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut soit être un découvreur, c'est-à-dire faire émerger un artiste qui était méconnu. Voilà, pour un artiste hollandais comme Vermeer, et d'un coup vous en faites un artiste majeur en expliquant que personne n'avait compris que c'était un génie. Après, vous pouvez aussi être, bien sûr, un découvreur, vraiment en découvrant une œuvre au fin fond d'un grenier, etc., qui était une œuvre totalement inconnue, qui était attribuée à aucun grand artiste, et l'attribuer. Donc ça, l'attribution, c'est un autre grand danger. Et c'est ce qu'a fait Lynn Catterson, hein, une attribution hasardeuse. Ça marche très bien. En général, vous prenez une œuvre peu connue, et vous trouvez quelques arguments pour dire qu'en fait, c'est l'œuvre d'un grand artiste. Donc forcément, ça fait le buzz dans les journaux, sur Internet, ça donne de la valeur à l'œuvre, ça va intéresser les marchands d'art, etc. Donc c'est un moyen de se faire remarquer comme historien de l'art, et de marquer l'histoire de l'art, de l'écrire. Voilà. Donc ici, je pense que ce qu'a voulu faire un petit peu Lynn Catterson, sauf que bon, elle s'est un peu pris les pieds dans le tapis. C'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Lynn Catterson maintenant que vous avez ces arguments? Est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre de Michel-Ange ou que c'est bien une œuvre de l'Antiquité? Je vous dis à très bientôt pour une vidéo, cette fois-ci sur la musique classique, avec un top 10 des symphonies de Beethoven. Oui, oui, vous avez bien entendu, un top 10. Si vous voulez savoir pourquoi un top 10 et pas un top 9 des symphonies de Beethoven, ben là, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui arrivera d'ici quelques jours. Alors pour cela, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour être notifié de la sortie de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Partagez bien sûr la vidéo si vous le pouvez sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, ou d'autres. Twitter ou Facebook. Je vous dis à très bientôt. Ciao.